Recherche historien de niveau moyen ou mieux peu élevé pour un projet de vidéo médiocre pour une chaîne YouTube sans avenir. Ce type est complètement con. Jamais personne va accepter ça. PS. Café à volonté offert par la maison. Aujourd'hui, il y a 96 ans, jour pour jour, était signé le traité des 5 puissances, dans le cadre des accords de Washington, s'étalant du 12 novembre 1921 au 6 février 1922. Ces accords, faisant suite au bouleversement de la Première Guerre mondiale, réunissent plusieurs puissances en vue de réorganiser l'équilibre des puissances. Y participent les USA, la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine, l'Italie, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal. 3 traités sont signés lors de ces accords. Le premier est le traité des 4 puissances concernant le Pacifique. Ils sont décidés tout simplement le maintien des possessions territoriales afin d'éviter que le Pacifique devienne une nouvelle zone de tension. Les 4 puissances qui signent le traité sont les USA, la Grande-Bretagne, le Japon et la France, qui possèdent toutes des intérêts dans le Pacifique. La situation en Chine est réglée par le traité des 9 puissances, à savoir l'ensemble des puissances présentes dans ce traité. 9 puissances. Pour les contrôler tous. 9 puissances. Pour tous les coloniser. Oh, on parle pas de colonie, hein. On parle d'exportation d'une notion ethnocentrée de civilisation par des manœuvres de projection de force, de conquête, d'occupation dans la longue durée, avec projet d'acculturation partielle des populations locales et de mise en place d'un système d'échange de matières premières contre des produits manufacturés de la métropole. Ah. Le but est de maintenir le statu quo des intérêts coloniaux dans le Pacifique et en Chine, notamment en faisant de la Chine une zone de libre commerce entre toutes les puissances. Mais ces traités font référence à des situations complexes qu'il serait trop long de développer ici, et surtout ils sont signés avant le 6 février. C'est pourquoi nous allons nous concentrer ici uniquement sur le traité de désarmement naval du 6 février 1922. Pour commencer, pourquoi la marine occupe-t-elle une place aussi importante dans des négociations supposées apporter la paix durable entre les grandes puissances à l'échelle mondiale? Eh bien tout d'abord, ça sert à quoi une marine? À partir du 19e siècle, commence pour les grandes puissances européennes une large période de conquête coloniale. On peut citer notamment la prise d'Alger en 1830 ou la prise de Zanzibar le 28 août 1896. Non, je regarde pas mes notes. Donc, la marine devient un élément essentiel dans la projection de force en vue des conquêtes coloniales, c'est-à-dire que c'est la marine qui va s'occuper de convoyer les troupes de la métropole à la zone colonisée, et une fois sur place, c'est souvent les autorités maritimes qui prennent en charge l'administration pour des raisons pratiques. Durant tout le 19e siècle, la Grande-Bretagne domine les mers et en cela assure le rôle de gendarme du monde. En effet, cette dernière applique ce que l'on appelle le Two Power Standard. C'est une doctrine qui veut que la marine britannique doit être égale à au moins 2 fois la marine de son concurrent direct. En cela, elle se prépare à recevoir potentiellement une coalition qui pourrait éventuellement un jour renverser sa propre marine. Grâce à cette puissance, autant dissuasive qu'agressive, le 19e siècle ne connaît pas de conflit entre grandes puissances européennes. On n'a pas de conflit généralisé comme on a pu en connaître pour les guerres de la Révolution et les guerres napoléoniennes. La marine est un élément essentiel du maintien de l'équilibre des puissances tout au long du 19e siècle. Elle fait l'objet d'une course à l'armement féroce, avec des objets toujours plus efficaces tels que les tourelles pivotantes, les premiers navires cuirassés et des canons de plus en plus imposants. En 1871, une nouvelle puissance arrive sur le marché, l'Allemagne. Celle-ci compte bien concurrencer la France et la Grande-Bretagne.
En cela, elle crée un climat de tension qui provoque le rapprochement franco-britannique à la fin du 19e siècle. Ce rapprochement, auquel se joint la Russie au début du 19e siècle, finit par cumuler les facteurs qui provoquent la Première Guerre mondiale. En cela, on peut considérer le facteur naval comme l'un des éléments principaux du déclenchement du premier conflit mondial. À cette époque, on estime que la paix ne peut être maintenue que par l'équilibre des puissances. C'est ce que veut cette conférence. Elle se veut, en maintenant un équilibre stable entre les puissances, permettre une paix durable en Europe pour ne plus avoir à connaître de Première Guerre mondiale. Le premier facteur nous renseignant sur ce nouvel équilibre est assez évident, les accords de Washington. En effet, tout au long du 19e siècle, les accords importants à l'international sont signés à Londres. On a 11 traités entre 1814 et 1921 relatifs à l'international et aux relations internationales ne concernant pas nécessairement l'Angleterre, qui sont signés à Londres, comme l'indépendance grecque par exemple. Si on prend un lien de comparaison avec la deuxième puissance mondiale de l'époque, seulement 4 traités internationaux sont signés avec Paris et ces traités concernent toujours de près ou de loin la France, comme le traité de Paris de 1857, mettant fin à la guerre de Crimée à laquelle la France a pris part aux côtés de la Grande-Bretagne. C'est par ce traité que les États-Unis s'imposent comme la première puissance mondiale, sortant ainsi de la doctrine Monroe. Cette doctrine, appliquée au cours du 19e siècle, faisait du continent américain une sorte de précaré des États-Unis. En échange, ces derniers ne souhaitaient pas intervenir dans les affaires européennes. Cette affirmation de l'Amérique, comme première puissance mondiale, n'est pas sans déplaire à nos amis britanniques. Non, je n'irai pas à Washington pour signer un quelconque traité. Eh bah pourquoi ça, grand-père? Qu'est-ce qui te dérange? Tu es mon ancienne colonie, genre tu veux que j'aille chez toi et que je signe des traités, non? Ah mais faut vivre avec son temps, Ça y est. vieillard, je t'ai botté le cul 2 fois. 2 fois? Non, la première fois, c'est parce qu'il y avait ces foutus froggies. Et la deuxième fois, j'ai mis le feu à ta foutue capitale. Ouais, et c'était il y a des années, maintenant sans moi tu serais mort, cette putain de guerre tu l'aurais perdue. Quoi? T'es arrivé 13 ans en retard, j'ai tenu ces 3 fucking années et toi t'as juste fini le travail que T'aurais j'avais... fait quoi l'année qui a suivi? Hein? J'aurais fini ce que j'avais commencé, donc non, je n'irai pas à Washington. Ah bah d'accord, viens pas à Washington, et tu sais quoi, on va signer les accords sans toi, et ta puissance tu pourras te la foutre chaude. Et c'est ainsi que les Anglais ont rejoint les accords de Washington. C'est bon? Ouais, plus ou moins. Ouais. Mais on le voit surtout dans les clauses du traité. En effet, le traité des 5 puissances stipule que, d'une part, toutes les constructions navales devront cesser pendant 10 ans, c'est ce que l'on appelle le Naval Holidays. Cet accord déplaît grandement à la France. En effet, cette dernière, pendant la Première Guerre mondiale, s'est concentrée sur le front terrestre et a donc pris un très gros retard en ce qui concerne les marines. Ensuite, on limite le nombre de navires en circulation pour chaque marine de guerre. Les USA sont limités à 22 navires, la Grande-Bretagne à 20 navires, le Japon à 10 navires, l'Italie et la France également à 10 navires. Mais en réalité, les navires japonais ont un tonnage plus important, ils sont plus lourds, donc plus gros, ce qui fait que le Japon a un avantage sur la France et l'Italie. Enfin, on réglemente l'utilisation des sous-marins, nouvelle arme de la Première Guerre mondiale, qui a causé de grandes difficultés aux anglo-saxons qui sont à la tête de ce traité et qui vont donc tenter d'en limiter et réglementer l'utilisation. On limite le tonnage des navires à 35 000 tonnes maximum pour les cuirassés et à 33 000 tonnes maximum pour les porte-avions. L'armement des cuirassés est limité quant à lui à des tourelles de 406 mm, quant à l'armement des porte-avions, il est limité lui à des tourelles de 206 mm. Grâce à ce traité, on voit que les USA sont devenus la première puissance mondiale, qu'ils s'imposent au plan international alors que la France recule. Ce qui fait de cet événement un fait marquant, c'est qu'il s'agit du premier traité international visant à limiter l'armement en vue du maintien de la paix. Une fois le traité signé, on assiste à une profonde réorganisation des marines de la part des principales puissances signataires. Cependant, en 1936, le Japon quitte le traité du fait de la construction du Yamato, un super cuirassé aux tourelles de 460 mm. Pour les plus attentifs, à ce stade de la vidéo, un élément doit vous perturber. En effet, une grande puissance dont nous avons parlé précédemment n'est pas présente dans ces traités. Il s'agit de... La Suisse. Quoi? Enfin, Le non. Luxembourg. Mais non, mais regarde une carte, enfin, y a pas... La Tchécoslovaquie. Ce n'est même plus un pays. Ah. Il s'agit de l'Allemagne, bien évidemment, dont l'armement naval est déjà limité par les clauses du traité de Versailles, qui stipule, je cite, « Les forces de la flotte de guerre allemande ne devront pas dépasser 6 cuirassés de type Deutschland ou Lothringen, 6 croiseurs légers, 12 destroyers, 12 torpilleurs. Elles ne devront comprendre aucun bâtiment sous-marin. » Par ce traité,
l'Allemagne se voit attribuer une flotte qui est à peine assez importante pour la maîtrise de ses propres eaux territoriales. Un traité que les nazis, à leur arrivée au pouvoir, mettront un point d'honneur à respecter. Mais vas-y, spoile pas!